Il y a 3 ans, j'ai effectué un relevé aérien dans les montagnes des Cascades qui a anéanti tout ce que je croyais savoir sur ce qui vit dans ces forêts. Je m'appelle Thomas Riley et j'ai passé 15 ans à piloter des hélicoptères pour le service des forêts, à documenter la santé des massifs forestiers, à suivre les populations d'animaux sauvages et à cartographier les changements de terrain après les tempêtes et les incendies. J'ai accumulé plus de 8000 heures de vol au-dessus des États de Washington et de l'Oregon. J'ai vu des choses qui laisseraient la plupart des gens bouche bée. Mais rien n'a jamais approché ce que mes caméras thermiques ont capté le 23 mars à l'aube. La mission était assez simple en apparence. Une équipe de chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon avait besoin de données actuelles sur la densité des forêts anciennes dans un secteur de la Gifford-Pinchot National Forest qui n'avait pas été étudié depuis le milieu des années 90. Des coupes budgétaires avaient laissé des lacunes dans leur couverture cartographique et un fonds de conservation privé finançait la mise à jour des images. J'ai accepté le boulot parce que c'était bien payé et parce que j'adore survoler des étendues sauvages que personne d'autre n'a la chance de voir. J'ai décollé d'une petite piste près de Randall au moment où le soleil passait la ligne de crête. Le brouillard matinal emplissait les vallées comme du lait versé dans des bols et les sommets s'élevaient au-dessus net et clair, des conditions parfaites pour ce que j'avais à faire. Le contraste d'humidité ferait ressortir les anomalies thermiques et l'air calme garantirait des images stables, sans le tremblement que provoquent les vents forts. Les 2 premières heures se sont déroulées exactement comme prévu. J'ai suivi un quadrillage systématique au-dessus de la zone cible, laissant les caméras faire leur travail pendant que je surveillais l'altitude et la consommation de carburant. La forêt en contrebas était dense et ancienne, des sapins de Douglas et des tuyas géants de Californie qui poussaient là bien avant que les Européens n'atteignent cette côte. Un pays magnifique, le genre d'endroit qui vous fait vous sentir tout petit, et c'est une sensation formidable. Puis, mon écran thermique s'est illuminé, affichant quelque chose d'anormal. Je survolais un ravin profond, lorsque les capteurs ont enregistré des signatures thermiques qui ne correspondaient à rien dans mon expérience, trop nombreuses, trop grandes, trop organisées. J'ai survolé des troupeaux de wapitis, des concentrations d'ours, même des rassemblements de chèvres des montagnes sur des prairies d'altitude. C'était différent. Les motifs de chaleur formaient des grappes qui suggéraient des structures, des bâtiments. Et les signatures individuelles qui se déplaçaient entre eux étaient massives, bien plus grandes que n'importe quel animal natif de ces montagnes. J'ai rompu mon plan de vol et j'ai perdu de l'altitude pour y voir de plus près. Le brouillard commençait à se dissiper, révélant des aperçus du terrain en dessous. Ce que j'ai vu m'a fait serrer le pas collectif jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Des structures, pas des formations naturelles ou des arbres tombés disposés au hasard. Des bâtiments faits de branchages tressés et de terre battue, agencés selon un motif qui ne pouvait être que délibéré. J'en ai compté au moins 30 avant d'arrêter, trop concentrés sur les silhouettes qui se déplaçaient entre elles. Ils marchaient debout. Ils étaient couverts d'une fourrure sombre. Ils étaient gigantesques. Ma première pensée cohérente fut que j'étais tombé sur une sorte de plateau de tournage, un de ces documentaires sur Bigfoot qui filment des reconstitutions spectaculaires. Mais il n'y avait aucun véhicule, aucun équipement, aucune équipe. La route la plus proche était à plus de 30 km et même à pied, le terrain pour y parvenir était assez brutal pour décourager les randonneurs les plus déterminés. J'ai tourné 2 fois en cercle en gardant une altitude suffisante pour que le souffle de mon rotor ne perturbe pas la cime des arbres. La caméra thermique a tout enregistré, des individus entrant et sortant des structures, des groupes travaillant ensemble sur ce qui ressemblait à de la construction, des silhouettes plus petites qui devaient être des jeunes, jouant dans une clairière centrale, sous le regard des plus grands. L'organisation sociale était indubitable, même à cette distance.
Puis l'un d'eux a levé la tête. J'étais à 800 pieds, partiellement masqué par des lambeaux de brouillard persistants, et il a regardé directement mon hélicoptère. Pas le ciel en général, moi spécifiquement. Sa tête a suivi mon mouvement alors que je terminais mon cercle, puis il a fait un geste aux autres à proximité. Ils ont tous cessé ce qu'ils faisaient et ont tourné leur attention vers le ciel. Chaque pilote développe un instinct pour sentir quand une situation tourne mal. On apprend à sentir les changements subtils de pression atmosphérique qui précèdent les turbulences, à remarquer les petits bruits qui indiquent un problème mécanique avant que les instruments ne le confirment. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était une terreur pure et ancestrale, la réaction de la proie que nos ancêtres ont développée lorsque les grands prédateurs étaient une préoccupation quotidienne. J'ai poussé le collectif et j'ai fichu le camp. Le vol du retour vers la piste d'atterrissage a été les 40 minutes les plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de vérifier les rétroviseurs, m'attendant à moitié à voir quelque chose d'impossible me suivre à travers les nuages. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli rater l'atterrissage, arrivant trop vite et devant remettre les gaz pour un nouveau tour de piste avant de finalement me poser. Je suis resté assis dans le cockpit un long moment après avoir coupé le moteur. Les cartes mémoire de mon système de caméra contenaient des images qui me rendraient célèbre si je les publiais. La preuve de ce que des milliers de personnes prétendaient avoir vu depuis des générations. Une justification pour tous ceux qui avaient été tournés en ridicule pour avoir cru en Bigfoot. Je savais aussi, avec une certitude qui dépassait la logique, que publier ces images serait la pire chose que je puisse faire. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de nuits blanches et de visionnages obsessionnels. J'ai copié les enregistrements sur des disques durs cryptés, puis j'ai fait des copies de ces copies, terrifié à l'idée qu'il arrive quelque chose aux fichiers originaux avant que je puisse décider quoi en faire. J'ai analysé chaque image, cataloguant les détails, comptant les individus, étudiant leur comportement. Ce que j'ai vu était plus sophistiqué que je ne l'avais initialement réalisé. Les structures n'étaient pas des abris primitifs, mais des bâtiments soigneusement conçus, avec des caractéristiques qui suggéraient une planification et un entretien. Les sentiers entre eux étaient usés dans la terre par des générations d'utilisation. Les zones défrichées montraient des signes de culture, des plantes disposées selon des motifs qui ne pouvaient être accidentels. Ce n'étaient pas des animaux cachés dans les bois, c'était une civilisation. J'avais besoin d'aide, mais je ne savais absolument pas à qui faire confiance. Le monde universitaire exigerait une vérification avant de me prendre au sérieux. Et la vérification signifiait l'exposition. Les médias en feraient un cirque. Les agences gouvernementales me rejetteraient comme un hurluberlu ou, pire, prendraient des mesures qui pourraient nuire aux êtres que j'avais découverts. J'ai finalement contacté le docteur Patricia Okonkwo, une primatologue de l'Université de Washington qui avait écrit des articles soutenant que les archives fossiles laissaient la place à des espèces d'hominidés non découvertes. Elle était considérée comme une excentrique par ses collègues, ce qui signifiait qu'elle pourrait réellement m'écouter au lieu de me rire au nez. Quand je lui ai montré les images, elle est devenue complètement immobile. Elle a regardé les 47 minutes sans dire un mot, puis les a immédiatement regardées à nouveau. Son 3e visionnage incluait des pauses fréquentes pendant lesquelles elle griffonnait des notes dans une langue que je ne pouvais pas lire. Finalement, elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. C'était peut-être de l'émerveillement, c'était peut-être de la peur. Probablement les deux. Elle m'a demandé si je comprenais ce que je lui montrais. J'ai dit que je pensais que oui. Elle a dit que je n'en avais aucune idée, que ce que j'avais capturé était la preuve d'une évolution parallèle de l'intelligence sur Terre, la preuve que la conscience n'était pas unique à la lignée humaine, la documentation d'une espèce qui avait réussi à se cacher de toute notre civilisation pendant ce qui pourrait être des milliers d'années. Elle a également dit que si ces images devenaient publiques, ces êtres seraient détruits en une génération. Son raisonnement était d'une logique sinistre. Chaque contact
entre une société technologiquement avancée et une population indigène s'était soldé par un désastre pour la population indigène. Maladies, déplacements, effondrement culturel. Même avec de bonnes intentions, surtout avec de bonnes intentions, la culture dominante consumait tout sur son passage. Ces êtres avaient survécu en étant invisibles. La visibilité signifierait l'extinction. Je lui ai demandé ce que nous devions faire. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir. Elle m'a demandé si je pouvais lui donner une semaine. Cette semaine s'est transformée en un mois, alors qu'elle faisait appel à des collègues de confiance, un par un. Le docteur James Whitehorse, un anthropologue spécialisé dans les scénarios de premier contact. Le docteur Elena Vasquez, une biologiste de la faune avec de l'expérience dans le comportement des grands mammifères. Le docteur Raymond Kawamoto, un généticien de la conservation qui comprenait les cadres juridiques qui pourraient s'appliquer. Chacun d'eux a suivi la même progression. L'incrédulité, puis l'émerveillement, puis l'horreur lente et naissante de comprendre ce que l'exposition signifierait. Au moment où notre groupe s'est stabilisé à 5 membres, nous avions développé ce que nous appelions le protocole, un ensemble de règles pour protéger le secret pendant que nous essayions de décider quoi en faire. La première règle était simple. Personne d'autre ne devait savoir jusqu'à ce que nous décidions collectivement de partager l'information. La deuxième règle était que toute observation devait se faire à une distance rendant la détection improbable. La troisième règle était que nous nous en remettrions à leurs souhaits, si jamais nous avions l'occasion de comprendre quels étaient ces souhaits. Planifier la visite de retour a pris des mois. Nous avions besoin de couverture pour notre absence, d'équipements capables de documenter sans déranger, de plans d'urgence pour chaque scénario que nous pouvions imaginer. Le docteur Whitehorse a souligné que s'ils avaient survécu si longtemps sans être détectés, ils étaient presque certainement conscients de notre technologie d'observation et avaient développé des contre-mesures. S'approcher d'eux serait bien plus dangereux que nous ne pouvions l'anticiper. Nous sommes retournés sur le site à la fin de l'été, en approchant d'un angle différent pour éviter d'établir un schéma prévisible. La forêt avait changé avec les saisons, le sous-bois était épais de nouvelles pousses, mais la colonie était toujours là. Si quoi que ce soit, elle s'était étendue. Nous avons installé un poste d'observation sur une crête à 5 km de la structure la plus proche, utilisant des téléobjectifs extrêmes et des microphones directionnels pour recueillir des données sans nous approcher. Ce que nous avons documenté au cours des jours suivants a dépassé toutes les attentes. Leur structure sociale était complexe et apparemment pacifique. Nous avons observé une claire division du travail basée sur les capacités individuelles plutôt que sur une hiérarchie que nous pouvions détecter. Les adultes travaillaient à diverses tâches tout au long de la journée, de la collecte de nourriture à l'entretien des structures, en passant par l'enseignement aux plus jeunes. L'enseignement était particulièrement significatif car il démontrait un transfert conscient de connaissances, l'une des caractéristiques de la culture. Le docteur Vasquez était particulièrement intéressé par leur schéma de déplacement. Il couvrait le terrain avec une efficacité qui suggérait une profonde familiarité avec leur territoire, empruntant des itinéraires qui maximisaient la dissimulation tout en minimisant l'effort. Lorsqu'ils se déplaçaient en groupe, ils maintenaient un espacement qui empêchait l'encombrement au goulot d'étranglement, un comportement organisationnel qui nécessitait communication et planification. La communication elle-même était fascinante et frustrante. Nous pouvions entendre des vocalisations, des sons de basse fréquence qui étaient souvent en dessous du seuil de l'audition humaine. Mais nous avons également observé ce qui semblait être une communication gestuelle, des mouvements subtils des mains et de la tête qui portaient un sens entre les individus. Le docteur Whitehorse a émis l'hypothèse qu'ils auraient pu développer un langage silencieux spécifiquement pour éviter d'être détectés par les humains. Le 5e jour, nous avons découvert que nous n'étions pas aussi malins que nous le pensions. Le docteur Okonkwo a été la première à remarquer la silhouette debout à la lisière des arbres derrière notre position.
Elle était apparemment là depuis un certain temps, nous observant les observer. Une femelle, d'après sa morphologie, d'environ 2,10 m, avec la même fourrure sombre que nous avions observée sur les autres, mais avec des marques distinctives sur ses avant-bras, qui auraient pu être une variation naturelle ou toute autre chose. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. La forêt est devenue silencieuse autour de nous, comme si chaque oiseau et chaque insecte comprenait que quelque chose d'important se passait. Elle nous a étudiés pendant ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré que quelques minutes. Son expression était illisible, ni menaçante, ni accueillante. Puis, elle a émis une vocalisation basse, à peine audible, et de la colonie en contrebas est venu un son en réponse. Elle s'est retournée et s'est enfoncée dans la forêt. Pas en courant, pas en fuyant. En marchant avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement où il va et qui n'est absolument pas préoccupé par une poursuite. Elle a disparu dans le sous-bois en quelques secondes, malgré sa taille, sans faire plus de bruit qu'une feuille qui tombe. Nous avons immédiatement remballé. Le message était assez clair. Nous avions été observés en train de les observer, et ils avaient choisi de se révéler juste assez pour le faire comprendre. Que ce soit un avertissement, une salutation ou autre chose, nous ne pouvions le dire. Sur le chemin du retour vers nos véhicules, nous pouvions sentir leur présence autour de nous. Pas proches, pas menaçants, mais définitivement là, à nous observer, s'assurant que nous partions, s'assurant que nous comprenions les termes de notre existence continue sur leur territoire. Cette nuit-là, entassés dans une chambre de motel qui sentait le moisi et le détergent industriel, nous avons eu la conversation qui allait définir tout ce qui suivrait. Le docteur Kawamoto a exposé les options. Nous pouvions rendre l'affaire publique avec des conditions strictes, en essayant de contrôler le récit et d'établir des protections légales avant le chaos inévitable. Nous pouvions continuer l'observation secrète en recueillant plus de données, tout en espérant que personne d'autre ne tombe sur ce que nous avions trouvé. Nous pouvions tenter le contact en essayant de comprendre directement leurs souhaits, ou nous pouvions détruire les preuves et tourner la page, les laissant à leur existence cachée. Chaque option avait des défauts terribles. Rendre l'affaire publique déclencherait l'exposition, même que nous craignions, quelles que soient nos intentions. L'observation continue n'était pas viable, car quelqu'un d'autre finirait par les trouver, ou nous commettrions une erreur qui révélerait leur emplacement. Le contact comportait des risques que nous ne pouvions pas calculer avec des êtres dont nous ne comprenions pas les capacités. Et tourner la page ressemblait à un abandon. Le docteur Whitehorse a soulevé un point qui ne m'était pas venu à l'esprit. Et s'ils n'avaient pas besoin de notre protection, et s'ils géraient leur propre dissimulation depuis des générations et étaient bien plus capables que nous ne le supposions, notre impulsion à protéger pourrait être le même paternalisme qui avait détruit d'innombrables cultures indigènes à travers l'histoire. Nous avons décidé d'attendre et d'observer, pas la colonie directement, mais la région au sens large. Nous chercherions des signes de la façon dont ils interagissaient avec le monde humain qui bordait leur territoire. S'ils avaient survécu si longtemps, ils devaient avoir des systèmes pour faire face à l'empiètement. Comprendre ces systèmes pourrait nous dire ce dont ils avaient besoin de nous, si tant est qu'ils aient besoin de quelque chose. Au cours des mois suivants, des schémas ont émergé. Une exploitation forestière qui avait étudié la région a soudainement abandonné ses plans après des pannes d'équipement qui semblaient statistiquement improbables. Un projet de sentier de randonnée à travers la nature sauvage adjacente a été discrètement dévié après que le comité de planification a reçu des objections techniques anonymes suffisamment convaincantes pour les faire changer d'avis. Une expédition scientifique qui s'est approchée trop près de la colonie a vu ses réserves de nourriture pillées et son équipement GPS mystérieusement défaillant. Il ne faisait pas que se cacher. Ils géraient activement l'activité humaine sur leur territoire. Et ils étaient remarquablement doués pour ça.
Cette prise de conscience nous a forcés à reconsidérer notre rôle. Nous avions supposé que nous étions leurs protecteurs, les quelques éclairés qui comprenaient ce qu'ils étaient et les protégeraient des masses ignorantes. Mais ils se protégeaient eux-mêmes depuis bien plus longtemps que nous ne savions qu'ils existaient. Notre implication pourrait être plus une entrave qu'une aide. La question est devenue de savoir si nous pouvions nous rendre utiles sans devenir un problème. La réponse est venue sous une forme inattendue. Au début du printemps, nous sommes retournés au site d'observation pour trouver quelque chose qui nous attendait. Un paquet d'objets disposés délibérément là où nous installions habituellement notre équipement. Des figurines en bois sculptées représentant des animaux, des arbres et, sans équivoque, des humains. Une collection de pierres triées par couleur et par taille. Une longueur de fibres tressées qui démontrait un artisanat remarquable. C'était un cadeau. Une reconnaissance de notre présence et peut-être une invitation à poursuivre l'étrange relation dans laquelle nous étions tombés. Nous avons débattu pendant des heures sur la réponse appropriée. Que pouvions-nous offrir qui serait utile sans créer de dépendance? Qu'est-ce qui communiquerait le respect sans présomption? Nous avons opté pour des objets pratiques. Un couteau de qualité qui durerait des années, du tissu qui pourrait être utile pour des vêtements ou la construction, des graines de plantes qui pourraient être précieuses pour leur culture. Nous avons laissé ces offrandes au même endroit et nous nous sommes retirés. 3 jours plus tard, les cadeaux avaient disparu. À leur place, se trouvait une seule pomme de pin parfaite, dressée au centre de la clairière. Cet échange est devenu notre principal mode de communication. Une fois par mois, parfois plus souvent, nous laissions des objets que nous pensions pouvoir être utiles. Des outils, des matériaux, parfois des livres ou des images imprimées qui pourraient transmettre des informations sur le monde extérieur. Ils prenaient ce qu'ils voulaient et laissaient des jetons en retour. Jamais rien qui n'en révélait trop sur leur culture, mais assez pour maintenir le fil de la connexion. Le docteur Okonkwo a développé une théorie sur ce qui se passait. Il nous gérait de la même manière qu'il gérait tous ceux qui s'approchèrent de trop près, pas par la menace ou la violence, mais par un calibrage minutieux du contact. En montrant assez pour satisfaire notre curiosité, sans en révéler assez pour se mettre en danger. Nous étions manipulés par des êtres bien plus sophistiqués que nous ne l'avions initialement supposé. Cela aurait dû être une leçon d'humilité. Au lieu de cela, ce fut libérateur. Le poids de la responsabilité que nous avions ressenti, le fardeau d'être leur seul protecteur, s'est levé lorsque nous avons compris qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Notre rôle n'était pas de les sauver, mais d'éviter d'être une menace pour eux. C'était un objectif bien plus réalisable. L'année suivante a apporté de nouveaux défis. Le changement climatique modifiait la forêt de manière à affecter leur habitat. Des hivers plus chauds signifiaient moins de neige, ce qui changeait le comportement des proies dont ils pouvaient dépendre. Le risque accru d'incendie menaçait des zones que nous savions qu'ils utilisaient. Des infestations de scolytes tuaient des pans entiers d'arbres qui auraient pu fournir abri et ressources. Nous avons commencé à orienter nos efforts professionnels vers la préservation sans révéler pourquoi des zones spécifiques étaient importantes. Le docteur Vasquez a utilisé ses relations pour plaider en faveur d'une protection élargie de la nature. Le docteur Kawamoto a poussé pour obtenir des fonds de recherche qui exigeraient de maintenir certaines zones non développées. J'ai ajusté mes plans de vol pour surveiller les incursions tout en prétendant faire des relevés à d'autres fins. Puis l'entreprise de bois est revenue. Une nouvelle exploitation forestière était proposée pour une parcelle de forêt qui couperait directement à travers le territoire que nous savions qu'ils utilisaient. L'entreprise avait des relations avec les responsables de l'État et faisait fortement pression pour obtenir les permis. Les études d'impact environnemental ont été accélérées, les périodes de consultation publique raccourcies. De l'argent changeait de main quelque part, et nos canaux habituels pour ralentir les choses ne fonctionnaient pas. Nous étions confrontés au scénario cauchemardesque que nous avions toujours redouté. Révéler la vérité pourrait arrêter l'exploitation forestière, mais cela les exposerait à quelque chose de bien pire que des tronçonneuses.
Rester silencieux signifierait regarder leur habitat être détruit, les forçant potentiellement à l'exposition de toute façon en étant déplacés de leur foyer. La décision nous a été retirée des mains. 3 semaines avant le début prévu de l'exploitation, la zone de rassemblement du matériel de l'entreprise a été détruite. Chaque véhicule, chaque machine, chaque remorque et générateur réduit à l'état d'épave inutilisable en une seule nuit. Les enregistrements de sécurité ne montraient que des ombres et des parasites. Les gardes ont rapporté avoir entendu des mouvements, mais n'avoir rien vu. Les dégâts étaient précis et professionnels, désactivant les systèmes d'une manière qui suggérait une connaissance intime de leur fonctionnement. La société a suspecté des éco-terroristes et a fait appel aux enquêteurs fédéraux. Ils n'ont trouvé aucune trace d'explosifs, aucune empreinte de pas correspondant à des tailles humaines, aucune trace médico-légale d'aucune sorte. La compagnie d'assurance a rechigné à couvrir des pertes qu'elle ne pouvait expliquer. Du matériel de remplacement a été amené et a subi le même sort en 48 heures. Après la 3e vague de destruction, l'entreprise s'est retirée. Ils ont cité des dépassements de coûts et des complications réglementaires, mais la vérité était plus simple. Quelqu'un ou quelque chose avait clairement fait savoir que l'exploitation forestière dans cette zone n'allait pas se faire. Le message avait été reçu. Nous n'en avons jamais discuté directement avec eux. Il n'y avait aucun moyen d'aborder le sujet dans le vocabulaire limité de notre échange. Mais la fois suivante où nous avons visité le site d'observation, nous avons trouvé quelque chose de différent parmi les jetons qu'ils avaient laissés. Une petite figurine sculptée dans un bois pâle, représentant une sorte de machine. Et à côté, la même figurine brisée en morceaux. Ils nous disaient ce qu'ils avaient fait, peut-être même s'en vantaient-ils. Ils n'étaient pas seulement capables de se protéger. Ils étaient prêts à prendre des mesures agressives, si nécessaire. L'implication était assez claire. Ils auraient pu nous faire la même chose s'ils nous avaient considérés comme une menace. Les années qui ont suivi ont établi des schémas qui sont devenus une routine. Nous avons continué nos observations à une distance appropriée. Ils ont continué leur gestion de l'activité humaine sur leur territoire. Les échanges se sont poursuivis, évoluant en complexité et en contenu. Nous avons appris à interpréter certains de leurs symboles, développant un vocabulaire rudimentaire de sens partagé. Malgré tout, le secret a tenu. D'autres personnes se sont parfois approchées. Des randonneurs qui ont rapporté des observations étranges, des chercheurs qui ont trouvé des preuves bizarres. Mais rien de définitif n'a émergé. Les êtres que nous avions découverts sont restés ce qu'ils avaient toujours été. Un mythe, une histoire, un mystère que la science ne pouvait pas tout à fait écarter, mais ne pouvait pas confirmer. Le docteur Whitehorse a développé une théorie sur la raison pour laquelle cela était possible. Ils avaient passé des générations à apprendre à cultiver leur propre invraisemblance. Leurs rares apparitions étaient calibrées pour entretenir la légende sans fournir de preuves. Les photos floues, les empreintes ambiguës, les échantillons de poils non concluants, ce n'étaient pas des échecs de l'enquête humaine, mais des succès de leur stratégie de dissimulation. Ils voulaient être presque vus, à peine possible, éternellement incertains. Le génie de la chose, c'est que notre propre scepticisme est devenu leur armure. Les scientifiques rejetaient les témoignages oculaires comme des erreurs d'identification ou des canulars. Les médias traitaient Bigfoot comme un divertissement plutôt qu'une enquête sérieuse. Le ridicule même de l'idée les protégeait d'une enquête sérieuse. Ils avaient fait de notre incrédulité une arme. J'ai souvent pensé à ce qui se passerait si le secret finissait par être révélé. Pas si nous le révélions, mais si quelqu'un d'autre faisait la découverte. Un randonneur avec un meilleur équipement photo, un satellite avec une résolution plus élevée, un drone qui s'égarerait dans la mauvaise clairière. L'exposition semblait inévitable à terme, peu importe leur prudence. Le docteur Okonkwo était plus optimiste. Elle a souligné qu'ils se cachaient avec succès depuis des siècles, peut-être des millénaires. Leur technique avait évolué parallèlement à notre technologie.
Chaque fois que nous développions de nouvelles façons de trouver des choses, il développait de nouvelles façons de ne pas être trouvées. C'était une course aux armements qu'il ne montrait aucun signe de perdre. Elle a également suggéré que leur nombre pourrait être plus important que nous ne le supposions. Les 12 coordonnées que nous avions finalement découvertes pourraient n'être que ce qu'ils voulaient que nous sachions. Il pourrait y avoir des centaines de communautés dispersées à travers les zones sauvages du continent, connectées par le savoir mais indépendantes dans leur fonctionnement. Une civilisation distribuée, invisible à notre perspective centralisée. La pensée était à la fois merveilleuse et terrifiante. Merveilleuse parce que cela signifiait qu'ils étaient plus en sécurité que nous ne l'avions craint. Terrifiante parce que cela signifiait que l'échelle du secret était bien plus grande que ce que nous pouvions gérer. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais négligées auparavant. Des récits historiques qui prenaient un nouveau sens. Des traditions orales indigènes qui décrivaient exactement ce que nous avions trouvé. Des anomalies scientifiques qui avaient été rejetées comme des erreurs ou des canulars. Les preuves avaient toujours été là, cachées à la vue de tous, protégées par notre certitude que de telles choses ne pouvaient exister. Nous avons introduit de nouvelles personnes dans le cercle avec précaution, une à la fois, toujours après une longue vérification et avec la compréhension que le secret était sacré. Un garde forestier à la retraite du service des forêts qui avait eu ses propres rencontres inexpliquées et les avait gardées pour lui pendant des décennies. Une aînée indigène qui a ri lorsque nous lui avons montré les images et a dit que sa grand-mère lui avait parlé de ces êtres quand elle était enfant. Un entrepreneur de la tech qui avait gagné assez d'argent pour financer des efforts de conservation sans poser trop de questions sur la raison pour laquelle des zones spécifiques étaient importantes. Chaque nouveau membre a apporté des ressources et des capacités qui nous manquaient. Le garde forestier connaissait le terrain et les processus bureaucratiques qui le régissaient. L'aîné a fourni un contexte qui nous a aidés à comprendre ce que nous voyions. L'entrepreneur signait des chèques qui faisaient bouger les choses sans nécessité d'explication. Nous sommes devenus quelque chose entre une société secrète et une organisation de conservation. Notre travail public se concentrait sur la préservation de l'habitat et la protection de la nature. Notre objectif privé était de garantir que des zones spécifiques restent inaccessibles aux menaces qui pourraient exposer ceux qui y vivaient. Le travail était sans fin. Les pressions du développement augmentaient chaque année. Le changement climatique s'accélérait, forçant des adaptations que nous ne pouvions pas toujours anticiper. Les nouvelles technologies rendaient l'observation plus facile et la dissimulation plus difficile. Chaque défi exigeait une réponse créative, et chaque réponse consommait des ressources que nous luttions pour renouveler. Mais nous avons continué parce que l'alternative était impensable. Chaque fois que je revoyais ces images originales, je voyais les mêmes choses que lors du premier visionnage, des familles, une culture, une intelligence, une conscience, une branche parallèle de l'évolution qui avait pris un chemin différent et réussi selon ses propres termes. Ce n'étaient pas des monstres, des primitifs ou des chaînons manquants. C'étaient des gens, différents de nous dans la forme, mais similaires dans tout ce qui comptait. 5 ans après la découverte initiale, quelque chose s'est produit, qui a complètement changé ma compréhension. Je passais en revue des images satellites récentes lorsque j'ai remarqué une anomalie dans l'une des zones que nous surveillions. Une signature thermique qui n'aurait pas dû être là dans un endroit censé être inhabité. J'ai supposé que c'était un randonneur qui s'était égaré et j'ai commencé à planifier comment rediriger les services de secours sans révéler pourquoi nous surveillions cette zone. La signature a persisté pendant des jours, puis des semaines. Elle ne se déplaçait pas comme le ferait un randonneur perdu. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui savait exactement où il allait et choisissait de rester dans un endroit spécifique. J'ai effectué une reconnaissance sous le couvert d'un relevé de routine. Ce que j'ai trouvé, c'est l'un d'eux seul, loin de toute colonie connue.
Il semblait faire quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement, se déplaçant selon des schémas qui semblaient intentionnels, mais ne correspondaient à aucun comportement que nous avions documenté. Au cours des mois suivants, j'ai suivi les mouvements de cet individu. Il a parcouru de vastes distances, visitant des lieux qui semblaient aléatoires jusqu'à ce que je les reporte sur une carte. Alors le schéma a émergé. Il visitait des sites humains, des villes, des zones industrielles, des tours de communication. Il nous étudiait de la même manière que nous les étudions. J'ai partagé mes découvertes avec le groupe. Le docteur Okonkwo n'a pas été surprise. Elle avait émis l'hypothèse qu'il devait avoir des systèmes de collecte de renseignements, des éclaireurs qui s'aventuraient en territoire humain pour surveiller nos activités. Les livres que j'avais aperçus dans les images originales suggéraient qu'il comprenait le langage écrit. Comment l'aurait-il appris autrement que par l'observation directe? Cet éclaireur, si c'est ce qu'il était, se déplaçait avec une confiance remarquable à travers des paysages qui auraient dû rendre la dissimulation impossible. Il voyageait de nuit, évitait les caméras et les capteurs avec une précision qui suggérait qu'il savait exactement où se trouvaient ces systèmes et ne laissait aucune trace de son passage. Si je ne l'avais pas cherché spécifiquement, je n'aurais jamais su qu'il était là. L'implication était troublante. Il ne se cachait pas seulement de nous. Il marchait parmi nous, invisible, recueillant des informations sur notre société pendant que nous restions inconscients. Chaque observation de Big Fu rejetée comme une erreur d'identification aurait pu être un aperçu momentané de quelqu'un qui était censé être invisible. Chaque incident inexpliqué dans les forêts aurait pu être une diversion intentionnelle. Nous n'étions pas les seuls à garder des secrets. Nous étions simplement ceux qui savaient qu'il y avait des secrets à garder. La dynamique a changé après ça. J'ai cessé de les considérer comme des êtres qui avaient besoin de notre protection, et j'ai commencé à les considérer comme des voisins qui préféraient l'intimité. La relation n'était pas celle du sauveur et du sauvé, mais quelque chose de plus égal. Chacun de nous avait des connaissances que l'autre n'avait pas. Chacun de nous avait des capacités que l'autre ne pouvait égaler. Chacun de nous avait des raisons de maintenir l'arrangement que nous avions développé. Le docteur Whitehorse a appelé cela une paix froide. Aucune des deux parties ne faisait entièrement confiance à l'autre, mais les deux parties bénéficiaient de la situation actuelle. Ils obtenaient une protection et des ressources qu'ils ne pouvaient pas facilement obtenir eux-mêmes. Nous obtenions une connexion à quelque chose d'extraordinaire et un but qui transcendait l'existence ordinaire. L'échange continuait parce qu'il fonctionnait pour toutes les personnes impliquées. La paix a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Chaque nouvelle technologie menaçait de les exposer. Chaque projet de développement empiétait potentiellement sur leur territoire. Chaque chercheur curieux qui s'approchait de trop près nécessitait une gestion minutieuse pour être redirigé sans révéler pourquoi. Les moments les plus difficiles sont survenus lorsque des gens sont morts. Un bûcheron écrasé par la chute d'un arbre dans une zone que nous savions qu'il fréquentait. Un randonneur qui a disparu dans la nature et n'a jamais été retrouvé. Un chasseur dont le corps a été découvert avec des blessures qui ne correspondaient pas tout à fait à une attaque d'animal connu. Nous n'avons jamais su avec certitude ce qui s'est passé dans ces cas. Les décès auraient pu être des accidents, les dangers naturels de la nature qui coûtent des vies chaque année, peu importe ce qui peut s'y trouver d'autre. Mais nous ne pouvions nous défaire du soupçon que certains n'étaient pas du tout des accidents, que des gens qui s'étaient approchés trop près du mauvais endroit, au mauvais moment, avaient rencontré quelque chose que leur esprit ne pouvait pas traiter et que leur corps ne pouvait pas survivre. S'ils tuaient des gens qui les menaçaient, nous n'avons jamais trouvé de preuves. Les incidents sont restés isolés, inexpliqués, officiellement attribués à des causes naturelles. Mais le schéma était là pour quiconque voulait le voir. La nature sauvage autour de leur territoire était plus dangereuse que les statistiques ne le prédisaient. Les gens qui s'aventuraient trop profondément avaient une fâcheuse tendance à ne pas revenir. J'ai lutté avec ça pendant des années. S'ils étaient responsables de décès, même défensifs,
Cela changeait-il notre obligation de les protéger? Étions-nous complices de meurtre en maintenant leur secret? Ou reconnaissions-nous simplement que les lieux sauvages ont toujours été dangereux et que certains dangers sont mieux laissés inexplorés? Le docteur Okonkwo a offert une perspective qui m'a aidé. La société humaine tuait bien plus de gens que n'importe quelle espèce non découverte ne le pourrait jamais. Les guerres, la pollution, la pauvreté, les maladies évitables, la violence que nous nous infligions les uns aux autres et à notre environnement éclipsaient tout ce qu'ils auraient pu faire. Les juger selon des normes que nous ne pouvions pas respecter nous-mêmes était au mieux hypocrite. De plus, a-t-elle ajouté, nous n'avions aucune preuve qu'ils aient tué qui que ce soit. Le soupçon n'est pas une preuve, et même s'ils l'avaient fait, la survie exige parfois des choix difficiles. Ils avaient vu notre espèce se répandre sur la planète, détruisant tout sur son passage. Pouvions-nous vraiment leur reprocher de se protéger par tous les moyens nécessaires? Je voulais la croire. La plupart du temps, c'était le cas. Mais les nuits où je revoyais les images de ces familles, de ces enfants, je me demandais ce qu'ils deviendraient si la survie exigeait qu'ils soient des tueurs. Si le choix de rester cachés leur coûterait finalement quelque chose de plus précieux que l'exposition ne le pourrait jamais. Le 10e anniversaire de ma découverte a été l'occasion d'une réflexion. Tant de choses avaient changé, et pourtant la situation fondamentale restait la même. Ils étaient toujours là, toujours cachés, toujours en train de survivre. Nous protégions toujours leurs secrets, toujours incertains si nos efforts faisaient une différence. Les images existaient toujours, toujours potentiellement explosives, toujours soigneusement gardées pour le jour où la révélation deviendrait nécessaire ou inévitable. J'avais vieilli à leur service. Les cheveux qui avaient été bruns lorsque j'ai survolé leur colonie pour la première fois étaient gris maintenant, clairsemés aux tempes. Les mains qui avaient si fermement saisi les commandes de l'hélicoptère étaient tachetées par l'âge. Les yeux qui avaient été les premiers témoins de leur existence avaient besoin de lunettes pour lire et voyaient parfois des choses dans l'obscurité périphérique qui auraient pu être un souvenir ou de l'imagination. Les autres avaient vieilli aussi. Le docteur Okonkwo marchait avec une canne maintenant. Son esprit brillant, toujours vif, mais logé dans un corps qui déclinait lentement. Le docteur Kawamoto avait survécu à une alerte au cancer qui nous a tous rappelé à quel point les gardiens de ce secret étaient fragiles. Le garde forestier qui nous avait rejoints était mort paisiblement dans son sommeil, emportant sa part du fardeau dans une tombe marquée seulement d'une simple pierre. De nouveaux membres ont remplacé ceux que nous avons perdus, soigneusement sélectionnés et minutieusement vérifiés. Mais je me demandais parfois si le secret pourrait survivre à notre génération. Ceux qui viendraient après comprendraient-ils pourquoi c'était important? Auraient-ils la patience et la discipline de maintenir le silence? Ou décideraient-ils finalement que le monde méritait de savoir, déchaînant des conséquences qu'aucun de nous ne pouvait prédire? Les êtres eux-mêmes ne montraient aucun signe de vieillissement, du moins pas à des échelles de temps que nous pouvions détecter. Les individus que nous avions observés dans les premières années étaient toujours actifs, contribuant toujours à leur communauté. Leurs enfants avaient grandi, avaient eu leurs propres enfants. La colonie s'était étendue, contractée, adaptée aux conditions changeantes, avec la flexibilité qui les avait maintenus en vie si longtemps. Parfois, je les enviais. Pas leur vie cachée ou leur vigilance constante, mais leur contentement apparent. Ils ne semblaient rien vouloir au-delà de ce qu'ils avaient. Aucune pulsion d'expansion, aucune fin de plus. Juste la satisfaction tranquille de l'existence, de la communauté, du but. Ils avaient atteint ce que la philosophie humaine avait cherché pendant des millénaires, et ils l'avaient fait en choisissant simplement de ne pas vouloir ce dont ils n'avaient pas besoin. Le docteur Whitehorse appelait cela la conscience post-pénurie. Non pas parce qu'ils avaient des ressources illimitées, mais parce qu'ils avaient éliminé le désir illimité. Leur désir était limité parce que leur environnement pouvait fournir de manière durable. Leur ambition était de continuer à exister, pas de croître, de conquérir ou de dominer.
Ils avaient résolu l'équation de la civilisation en supprimant les termes qui mènent à l'effondrement. Nous, en revanche, luttions encore avec les mathématiques de base. Notre société consommait plus qu'elle ne produisait, prenait plus qu'elle ne pouvait soutenir, voulait plus que l'existence ne pouvait fournir. Nous savions que c'était insoutenable, que l'effondrement viendrait finalement, que notre façon de vivre ne pouvait pas continuer. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter, pas changer de direction, pas choisir le chemin plus simple qu'ils avaient trouvé. Peut-être était-ce pour cela que leur existence importait tant, pas comme des spécimens à étudier ou des êtres à protéger, mais comme la preuve qu'une autre voie était possible, que l'intelligence n'exigeait pas la destruction, que la conscience pouvait coexister avec la nature au lieu de la consommer, que le schéma humain de croissance jusqu'à la mort n'était pas inévitable. Si jamais nous apprenions cette leçon, si nous l'absorbions vraiment dans l'ADN de notre culture, peut-être pourraient-ils sortir de leur cachette. Peut-être que le monde serait enfin assez sûr pour qu'ils vivent ouvertement, en tant que voisins plutôt qu'en légende. Peut-être que l'avenir réservait la coexistence plutôt que l'exposition, l'intégration plutôt que l'extinction. Mais cet avenir semblait lointain, au-delà de l'imagination. Notre espèce ne montrait aucun signe de changement de direction. Le changement climatique s'accélérait, la biodiversité s'effondrait. Les zones sauvages qui les protégeaient rétrécissaient chaque année. Leurs fenêtres de survie se réduisaient tandis que notre capacité de destruction s'étendait. Peut-être comprenaient-ils cela. Peut-être est-ce pour cela qu'ils restaient cachés, attendant leur heure, attendant que nous changions ou que nous nous détruisions nous-mêmes. Ils avaient survécu aux périodes glaciaires et aux extinctions de la mégafaune. Ils pourraient nous survivre aussi, s'il le fallait. Notre civilisation était jeune selon leurs standards, une brève étincelle de chaos qui pourrait s'éteindre avant de tout consumer. La pensée aurait dû être déprimante. Au lieu de cela, elle apportait un étrange réconfort. Quoi qu'il nous arrive, il pourrait continuer. L'expérience de la conscience ne se terminerait pas avec notre échec. Quelque chose d'intelligent resterait pour porter le sens que l'univers avait réussi à produire. Au 15e anniversaire de ma découverte, j'ai pris une décision que je contemplais depuis des années. Je suis retourné sur le site seul, sans équipement, sans documentation, sans autre but que de dire au revoir. La randonnée a pris plus de temps qu'auparavant. Mes articulations me faisaient mal, mes poumons protestaient, mon cœur battait la chamade avec un effort qui ne m'aurait pas troublé une décennie plus tôt. Mais j'ai atteint la crête où nous avions fait nos observations, l'endroit où les échanges avaient eu lieu pendant tant d'années. Je me suis assis sur un tronc d'arbre tombé et j'ai attendu. La forêt autour de moi était vivante de sons, d'oiseaux, d'insectes et du bruissement de petits mammifères. Le soleil filtrait à travers la canopée en rayons dorés qui se déplaçait lentement sur le sol au fil des heures. À l'approche du crépuscule, j'ai senti un mouvement dans les arbres. Pas menaçant, juste présent, observant, attendant de voir pourquoi j'étais venu. J'ai parlé à voix haute, ne sachant pas s'ils pouvaient le comprendre, mais ayant besoin de le dire quand même. Je les ai remerciés pour ce qu'ils m'avaient donné. Un but quand je n'en avais aucun. Un sens quand la vie m'avait semblé vide de sens. Un secret qui valait la peine d'être gardé dans un monde de révélations négligentes. Je leur ai dit que j'étais reconnaissant du privilège de savoir qu'ils existaient. Je leur ai dit que j'avais peur. Peur de ne plus être là pour longtemps, que la nouvelle génération ne les protège pas comme nous l'avions fait, que le monde changeait de manière à rendre la dissimulation impossible. Je leur ai dit que j'aurais aimé pouvoir faire plus, être plus, offrir plus que les modestes efforts d'un petit groupe d'humains vieillissants. Puis je me suis tu, la forêt s'est tue avec moi. Rien ne bougeait, rien ne remuait. L'obscurité grandissante pressait de tous côtés. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai remarqué quelque chose par terre près de mes pieds, une petite figurine sculptée, laissée sans que je la voie placée là.
une représentation d'un humain, courbé par l'âge, marchant à pas prudents. À côté, soigneusement arrangée, se trouvait une plume d'aigle prisée par les cultures indigènes comme un symbole d'honneur et de connexion au sacré. J'ai ramassé les deux objets et les ai tenus en redescendant la montagne. Quoi qu'il arrive ensuite, quel que soit l'avenir, ils m'avaient reconnu, m'avaient offert leur propre remerciement, avaient dit à leur manière silencieuse que mes efforts avaient compté. Le trajet de retour cette nuit-là a été le plus paisible que j'ai connu depuis des années. Le poids de la responsabilité ne s'était pas levé, mais il s'était déplacé. Je ne le portais pas seul, je ne l'avais jamais porté seul. Le secret continue. Il continuera après ma mort, maintenu par ceux qui comprennent son importance. Les images existent, la preuve est réelle, mais elles restent cachées parce que c'est ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont mérité à travers des siècles de survie réussie, ce qu'ils méritent en tant qu'êtres conscients ayant le droit de déterminer leur propre destin. Parfois, je me demande ce que les générations futures penseront si la vérité finit par émerger. Comprendront-elles pourquoi nous avons gardé le silence? Apprécieront-elles le poids impossible de savoir quelque chose qui pourrait changer le monde et de choisir de ne pas le partager? Ou nous condamneront-elles pour avoir accaparé un savoir qui appartenait à toute l'humanité? J'espère qu'elles comprendront. J'espère qu'elles reconnaîtront que certains secrets sont sacrés, que certains mystères méritent de rester des mystères, que certains êtres ont le droit de vivre leur vie sans être documentés, étudiés, catalogués et finalement détruits par la curiosité implacable d'une espèce qui ne pouvait rien laisser tranquille. Les images de drones que j'ai capturées montrent des familles vivant leur vie, des enfants jouant pendant que les adultes regardent, des communautés travaillant ensemble pour des objectifs communs. L'intelligence s'exprimant sous des formes que nous reconnaissons à peine. Elle montre la preuve que nous ne sommes pas seuls dans notre conscience sur cette planète, que l'évolution a produit de multiples chemins vers la conscience, que l'univers est plus étrange et plus merveilleux que notre perspective limitée ne le suggérait. Elle montre des êtres qui ont choisi de rester cachés plutôt que de rivaliser avec nous pour la domination, qui ont développé l'harmonie plutôt que la technologie, qui ont survécu en étant invisibles plutôt que puissants, qui sont toujours là-bas, en ce moment même, vivant les vies qu'ils ont choisies pendant que nous nous dirigeons vers des destins que nous ne pouvons pas contrôler. Ils sont nos ombres, nos alternatives, nos « et si ». Ils sont la voie non empruntée, toujours visible depuis l'autoroute de l'histoire, offrant un rappel constant que les choses auraient pu être différentes. Les images ne seront jamais diffusées, ni par moi, ni par ceux qui viendront après moi. Le secret sera gardé aussi longtemps que le garder servira leurs intérêts. Ils ont mérité cette loyauté à travers 15 ans d'étranges communions, à travers des cadeaux échangés et des confiances honorées, à travers la simple dignité de survivre dans un monde déterminé à tout compter. Mais le savoir existe, la preuve est réelle. Et un jour, quand ils décideront que le moment est venu, quand le monde aura suffisamment changé pour les recevoir, ils pourraient choisir de se révéler, de passer de l'ombre à la lumière, de revendiquer leur place à nos côtés en tant que voisins plutôt qu'en légende. Jusqu'à ce jour, je reste ce que j'ai toujours été, le gardien d'images trop importantes pour être partagées, le gardien d'une vérité trop dangereuse pour être dite, le porteur d'un savoir qui pèse plus que n'importe quel fardeau que j'ai jamais pensé porter, le pilote d'hélicoptère qui est tombé sur l'histoire du siècle et a choisi de la garder secrète, l'homme qui a rencontré Bigfoot et a découvert qu'ils étaient des gens, le témoin qui a appris que certains mystères sont des cadeaux et que le plus grand cadeau est de les laisser non résolus. Ils sont là-bas, ils sont réels, ils sont magnifiques et ils resteront cachés jusqu'à ce qu'ils en décident autrement. La forêt garde ses secrets, moi aussi. Les années qui ont suivi ce dernier pèlerinage se sont installées dans un rythme auquel je ne m'attendais pas.
J'ai cessé de surveiller activement le site, faisant confiance aux jeunes membres de notre groupe pour continuer le travail que j'avais commencé. Mon rôle est passé d'enquêteur à conseiller, puis de conseiller à ressources historiques. Je suis devenu celui que les gens consultaient lorsqu'ils avaient besoin de contexte sur la façon dont les choses avaient été faites au début. Quels protocoles avaient été établis et pourquoi? Quelles leçons les premières rencontres nous avaient enseignées? Le groupe lui-même a évolué d'une manière que je ne pouvais pas toujours suivre. Les nouvelles technologies exigeaient de nouvelles contre-mesures. Les réseaux sociaux signifiaient une diffusion plus rapide de l'information, ce qui signifiait une réponse plus rapide à toute exposition potentielle. L'imagerie satellite s'est améliorée au point que la dissimulation nécessitait une intervention active, manipulant les données avant qu'elles ne puissent révéler ce qui ne devait pas être montré. Les jeunes qui nous ont rejoints avaient des compétences que je comprenais à peine, le piratage, les algorithmes, et des choses qui sonnaient comme de la science-fiction pour quelqu'un qui avait appris à piloter des hélicoptères avec des jauges mécaniques. Mais la mission principale est restée inchangée: protéger leurs secrets, préserver leur habitat, empêcher l'exposition par tous les moyens nécessaires. Tout le reste n'était que tactique, adaptable aux circonstances, suffisamment flexible pour évoluer avec les menaces auxquelles nous étions confrontés. Les êtres eux-mêmes ont poursuivi leur propre évolution. Grâce à notre observation à longue distance et aux échanges qui avaient encore lieu, nous avons entrevu des changements dans leur société, de nouvelles techniques de construction qui incorporaient des matériaux qu'ils devaient avoir récupérés dans les déchets humains, des outils qui montraient des influences de notre technologie, adaptées à leurs besoins, entretenus à leur manière, la preuve qu'ils apprenaient de nous-mêmes en se cachant de nous. Le docteur Okonkwo, dans ces dernières années, a développé une théorie sur leur relation avec la civilisation humaine. Elle l'appelait la dissimulation symbiotique. Ils bénéficiaient de notre présence d'une manière que nous n'apprécions pas pleinement. Nos routes et sentiers créaient des schémas prévisibles de mouvements humains qu'ils pouvaient éviter. Notre bruit et notre activité chassaient les prédateurs concurrents et les menaces. Nos efforts de conservation, même ceux qui ne visaient pas spécifiquement à les protéger, préservaient les habitats dont ils dépendaient. En retour, ils nous offraient de quelque chose dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Le mystère, l'incertitude persistante sur ce qui pourrait vivre dans les forêts sombres, la nature inexplorée, les espaces que nous n'avions pas encore bétonnés. Chaque observation de Bigfoot maintenait vivante la possibilité que le monde soit plus grand que nous ne le savions. Chaque empreinte inexpliquée suggérait que nos cartes étaient incomplètes. À une époque d'information complète, ils nous ont fait le cadeau du doute. Cette perspective m'a aidé à comprendre pourquoi ils laissaient le mythe persister. Les photos floues, les preuves ambiguës, les observations suffisamment crédibles pour être mémorisées, mais trop vagues pour être prouvées. Ce n'étaient pas des échecs de dissimulation, mais ces caractéristiques. Ils voulaient être presque crus, éternellement incertains, occupant en permanence l'espace entre l'impossible et l'indéniable. Le mythe les protégeait mieux que l'invisibilité ne l'aurait jamais pu. Une absence totale inviterait à une recherche systématique, des scientifiques déterminés à prouver que chaque zone reculée a été cataloguée. Mais une incertitude persistante nous rendait simplement sceptiques, enclins à rejeter toute nouvelle preuve comme étant encore les mêmes canulars et erreurs d'identification que nous avions vus auparavant. Leur plus grande défense était notre propre incrédulité. J'ai eu 70 ans lors d'un petit rassemblement de ceux qui partageaient le secret. Nous n'avons pas célébré avec un gâteau ou des bougies, mais avec des histoires, des souvenirs de ce que nous avions vu, des réflexions sur ce que nous avions appris. L'aîné indigène qui nous avait rejoints au début a parlé des enseignements de sa grand-mère, des traditions orales transmises depuis des générations, qui décrivaient les gens de la forêt avec une acceptation pragmatique. Pour sa culture, leur existence n'avait jamais été remise en question.
Seuls les nouveaux arrivants européens avaient insisté pour les classer comme mythes. Sa perspective m'a rappelé à quel point nos hypothèses étaient si provinciales. La science occidentale, malgré toutes ses réalisations, avait un angle mort pour les choses qui ne correspondaient pas à ces catégories. Les systèmes de connaissances indigènes avaient préservé la conscience d'être que nous n'avions que récemment redécouvert, maintenant la relation pendant des milliers d'années avant que le contact ne perturbe tout. Peut-être que c'était vraiment ce que nous faisions. Non pas protéger une espèce nouvellement découverte, mais renouer avec quelque chose que nos ancêtres avaient connu et que la colonisation européenne nous avait fait oublier. Les êtres dans la forêt n'étaient pas nouveaux. Notre conscience d'eux l'était. Et peut-être que notre rôle n'était pas de les protéger de l'humanité, mais d'aider l'humanité à se souvenir de ce qu'elle avait perdu. Les incendies de ces dernières années ont mis à l'épreuve tout ce que nous avions construit. Le changement climatique avait transformé les forêts en poudrières et chaque été apportait de nouvelles dévastations. Nous regardions, impuissants, les flammes s'approcher de territoires que nous savions habiter, incapables d'intervenir sans révéler pourquoi l'intervention était importante. Mais ils n'avaient pas besoin de notre aide. À chaque fois, ils ont géré les incendies eux-mêmes, en utilisant des techniques que nous ne pouvions pas observer pleinement, mais dont nous pouvions voir les résultats. Des pare-feux sont apparus à des endroits stratégiques. L'eau a été détournée pour protéger les zones critiques. Quand la fumée s'est dissipée, leurs colonies sont restées intactes tandis que la forêt environnante brûlait. Leur gestion des terres dépassait tout ce qui se trouvait dans nos manuels. Ils comprenaient leur environnement à un niveau auquel nous ne pouvions qu'aspirer, lisant des schémas dans la météo et la végétation que nos instruments ne pouvaient pas détecter. Si nous avions un jour la chance d'apprendre d'eux ouvertement, leur connaissance révolutionnerait notre approche de la prévention des incendies de forêt, de la restauration de l'habitat, de la sylviculture durable. Tout cela était inaccessible, parce que l'exposition détruirait ce qu'elle visait à étudier. Les années de pandémie ont apporté des complications inattendues. La réduction de l'activité humaine dans les zones sauvages leur a donné plus de liberté de mouvement, mais la surveillance accrue des voyageurs restants a rendu toute mission d'observation plus risquée. Nous avons suspendu la surveillance active pendant près de 2 ans, nous fiant aux données satellitaires et aux rapports de contact de confiance dans les régions touchées. Quand nous avons finalement repris le travail sur le terrain, les choses avaient changé de manière subtile. La colonie s'était étendue dans de nouvelles zones, profitant des années calmes pour établir un territoire supplémentaire. De nouvelles structures sont apparues dans des endroits qui auraient été trop exposés auparavant. Ils s'adaptaient aux comportements humains modifiés, lisant nos schémas aussi attentivement que nous lisions les leurs. Une découverte de cette période m'a particulièrement affecté. En examinant des images d'une nouvelle zone qu'ils avaient occupée, j'ai remarqué quelque chose de familier. Une structure qui incorporait des matériaux clairement récupérés de la construction humaine, du bois vieilli qui montrait encore des traces de peinture, des fixations métalliques rouillées mais reconnaissables. Ils l'avaient construite à partir des ruines d'une cabane abandonnée des décennies plus tôt. J'ai fait des recherches sur l'histoire de la cabane. Elle avait appartenu à un trappeur au début du XXe siècle, un homme qui avait vécu seul dans la nature pendant des années avant de simplement disparaître. Son corps n'a jamais été retrouvé. Son sort a été classé comme inconnu, présumé mort d'exposition au froid ou d'accident. Mais peut-être n'était-il pas mort. Peut-être avait-il établi le contact, été accepté, rejoint leur communauté d'une manière ou d'une autre. Les matériaux de la cabane avaient été incorporés dans leur construction. Ces outils pourraient être parmi ceux que nous les avions observés utiliser. Sa connaissance du monde humain aurait pu les aider à développer les stratégies d'évitement sophistiquées que nous avons documentées. Je n'avais aucun moyen de confirmer cette théorie. Le trappeur était mort bien avant que quiconque de vivant puisse se souvenir de lui. Son histoire était dispersée dans des documents en ruine et des souvenirs qui s'estompaient. Mais la possibilité me hantait.
Combien d'autres les avaient trouvés au fil des siècles? Combien n'avaient été absorbés dans leur monde, plutôt que détruits pour en savoir trop? La tradition de l'échange s'est poursuivie à travers tous ces changements. Tous les quelques mois, des cadeaux étaient laissés aux endroits désignés. Des objets pratiques de notre part, des jetons symboliques de la leur. Le vocabulaire de sens partagé s'est développé lentement. Des concepts simples qui pouvaient être exprimés par des figurines sculptées et des objets disposés. Merci. Avertissement. Passage sûr. Une compréhension sans mots. Une relation sans contact direct. Puis est venu le message qui a tout changé. Un jeune membre de notre groupe, revenant d'une vérification de routine du site d'échange, a trouvé quelque chose sans précédent. Pas les jetons habituels, mais une collection d'objets soigneusement disposés qui avaient clairement l'intention de communiquer quelque chose de complexe. Des bâtons disposés pour indiquer des directions, des pierres placées pour suggérer des quantités, une figurine sculptée d'un humain pointant loin du site. Il nous a fallu des semaines pour interpréter le message. Quand nous avons finalement compris, son poids nous est tombé dessus comme une gravité doublée. Il partait. Le message indiquait que les pressions climatiques et de développement avaient rendu leur territoire actuel insoutenable. Ils se déplaçaient vers de nouvelles zones, plus loin de l'activité humaine, plus profondément dans la nature sauvage restante. Le site d'échange ne serait plus surveillé. La relation que nous avions construite pendant des décennies prenait fin. Mais le message incluait autre chose, des coordonnées, plusieurs ensembles, pointant vers des lieux dispersés à travers le continent, d'autres communautés dont nous ignorions l'existence, d'autres territoires où leur espèce survivait. Le message n'était pas seulement un « au revoir », c'était un cadeau, une confiance accordée après des années de relations prudentes, un savoir partagé parce que nous l'avions mérité. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Les jeunes membres du groupe voulaient enquêter, établir de nouveaux sites d'échange, continuer la relation avec différentes communautés. Mais je me demandais si c'était ce qu'ils avaient l'intention de faire. Peut-être que le cadeau était destiné à être protégé, pas utilisé. Peut-être que les coordonnées avaient été données pour que nous puissions protéger ces zones du développement sans essayer d'établir le contact. Le débat continue. Il me survivra probablement. La question de savoir comment honorer leur confiance tout en servant leurs intérêts est le même dilemme auquel nous sommes confrontés depuis le début, mais amplifié. Trop d'interventions pourraient leur nuire, trop peu pourraient ne pas les protéger. L'équilibre est impossible à trouver et essentiel à rechercher. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'ils sont toujours là-bas. Quelque part dans la nature sauvage restante, ils poursuivent leur existence cachée. Les communautés à ces coordonnées peuvent être florissantes ou en difficulté, en croissance ou en déclin. Nous n'avons aucun moyen de le savoir sans tenter le contact. Et tenter le contact pourrait violer la confiance qui a rendu ce savoir possible. Alors, nous observons de loin. Nous protégeons les zones que nous pouvons identifier. Nous maintenons le secret qui les a si bien servis. Et nous espérons que quel que soit l'avenir qui émergera, ils en feront partie. Les images de ma découverte originale se trouvent dans un lieu sécurisé, connu seulement d'une poignée de personnes. Elles ont 20 ans maintenant. La technologie qui les a capturées est obsolète, mais le contenu est toujours révolutionnaire. Si elles étaient publiées demain, elles changeraient encore le monde, justifieraient encore chaque croyant et confondraient chaque sceptique. Prouverait encore que l'humanité partage cette planète avec des êtres que nous n'avions jamais imaginés. Mais elles ne seront pas publiées demain, ni l'année prochaine, ni de mon vivant. Le secret reste sacré, protégé par ceux qui comprennent que certaines vérités sont trop dangereuses pour un monde qui n'est pas prêt à les recevoir. Ils m'ont confié leur existence. Je leur ai confié mon but. L'échange a été plus qu'équitable. Mes mains sont plus vieilles maintenant, tachetées par l'âge et marquées par des décennies de vie. Les yeux qui les ont vus pour la première fois à travers la verrière d'un hélicoptère ont besoin de lunettes épaisses pour lire. Le corps qui a autrefois parcouru des kilomètres jusqu'au poste d'observation peine dans les escaliers.
Le temps a fait ce que leur société ne pouvait pas faire, me réduisant à quelqu'un qui ne peut que se souvenir plutôt qu'agir. Mais la mémoire suffit. Quand je ferme les yeux, je les vois clairement. Les familles vaquant à leurs occupations, les enfants apprenant de leurs aînés, les communautés travaillant ensemble dans le silence et l'harmonie. L'intelligence qui a choisi un chemin différent et a trouvé le succès là où nous avons trouvé la destruction. Ils sont la preuve que la conscience peut prendre des formes que nous ne reconnaissons pas, que la civilisation peut s'épanouir sans ville, que le progrès n'exige pas la conquête, que la survie et l'expansion ne sont pas la même chose. Ils sont nos alternatives vivantes, nos ombres, nos et si. Et ils sont toujours là-bas, attendant un monde qui ne sera peut-être jamais prêt pour eux. Le drone a capturé 47 minutes d'images ce matin-là, il y a 20 ans. Ces 47 minutes contiennent la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. La preuve que nous ne sommes pas seuls. La preuve qu'une autre voie est possible. Elles ne seront jamais vues. Non pas parce qu'elles n'ont pas d'importance, mais parce qu'elles en ont trop. Non pas parce que le monde n'a pas besoin d'elles, mais parce que le monde détruirait ce dont il a le plus besoin. Non pas parce que le secret devrait être gardé, mais parce que le garder est le seul cadeau que nous puissions offrir à des êtres qui ne veulent rien de nous, si ce n'est qu'on les laisse tranquilles. Le vol qui a tout changé est derrière moi depuis des décennies maintenant. L'hélicoptère que je pilotais a depuis longtemps été mis à la ferraille. L'équipement qui a capturé les images est obsolète. Même la forêt elle-même a changé, se remettant des incendies et des tempêtes, s'adaptant au changement climatique, poursuivant la transformation sans fin qu'il a façonnée bien avant que les humains ne foulent ces terres. Mais il perdure. Quelque part là-bas, dans les espaces que nous avons oublié de détruire, ils poursuivent leur existence tranquille, faisant des enfants, enseignant des compétences, construisant des maisons, vivant les vies qu'ils ont choisies de la manière qu'ils ont perfectionnée. Ils sont le plus grand secret que j'ai jamais gardé. Et le garder a été le plus grand honneur de ma vie. Le dernier échange a eu lieu il y a 3 ans. J'étais trop frêle pour faire le voyage moi-même, alors un collègue plus jeune y est allé à ma place. Il a trouvé un seul objet sur le site, une figurine sculptée d'un humain âgé, courbé mais debout, tourné vers la forêt. À côté se trouvait une petite collection de graines, des plantes indigènes de la région, soigneusement sélectionnées et conservées. Un cadeau pour faire pousser des choses, une suggestion sur ce qu'il faut faire des années qu'il nous reste. J'ai planté ces graines dans mon jardin. Elles poussent maintenant, tendant vers le soleil, me reliant à un monde que je ne peux plus visiter. Chaque fois que je les regarde, je pense aux êtres qui les ont envoyés. L'intelligence derrière le geste. La conscience que notre temps ensemble touchait à sa fin. Ils savaient que j'étais mourant. D'une manière ou d'une autre, à travers la distance qui nous séparait, ils le savaient. Et ils ont envoyé un cadeau approprié à l'occasion, quelque chose qui continuerait après ma mort, quelque chose de vivant, en pleine croissance et connecté à la terre que nous avons brièvement partagée. Les plantes me survivront, comme le secret, comme les images, comme les êtres eux-mêmes. Cela semble juste d'une certaine manière, que ce qui perdure soit vert et en croissance, patient et persistant. Que l'héritage de toutes ces années de protection soit quelque chose d'aussi simple et profond que des graines en terre. Ils sont toujours là-bas, ils seront là-bas bien après ma mort. Le secret passera à de plus jeunes gardiens qui feront face à des défis que je ne peux imaginer. Le monde changera d'une manière que je ne verrai pas, mais la vérité fondamentale restera inchangée. Nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été. Et quelque part dans les forêts que nous n'avons pas encore détruites, nos voisins poursuivent leur ancienne vigile, observant, attendant, survivant, nous enseignant par leur existence qu'une autre voie est possible. Les images le prouvent. Le secret le protège, la mémoire le préserve, et le mystère continue comme il se doit, comme il le faut, comme il l'a toujours fait, à jamais caché,
à jamais présent, nous rappelant à jamais que le monde est plus grand que nous ne le savons.